Bienvenue sur Rain and Shine et bienvenue aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent sur YouTube. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Laura Meunier, qui est dans la scène du café spécialité. Pour ceux qui étaient là au début en France, on la connaissait déjà parce elle a commencé en France et on a pu la voir notamment sur des championnats de café. En fait, je crois que finalement c'est la première fois que je t'ai vu, Laura. Et puis après, on a pu suivre un peu ses aventures à l'étranger et se réaliser qu'en fait, elle a fait un parcours vraiment exceptionnel en très peu de temps. Et comme d'habitude, en fait, l'envie en fait de Rain or Shine, c'est de partager des carrières inspirantes et des parcours qui sortent un petit peu du commun et qui nous amènent sur des terrains qui sont pas forcément connus. Et donc, on peut apprendre très facilement de ces personnes-là. Et je pense, Laura, que tu es vraiment une personne comme ça. Donc, je suis vraiment heureux de t'accueillir sur Rain or Shine. Merci Manu, merci beaucoup pour cette intro et bonjour à tous. Hey, bonjour. Est-ce que déjà tu peux nous faire un peu une description de ta carte d'identité pour qu'on sache à qui on a affaire? De ma carte d'identité, oui, donc je Ou de ton confirme. passeport qui est peut-être encore plus rempli. Je m'appelle Laura Elsa Meunier, voilà. Je suis française, j'ai 34 ans et voilà, je travaille dans le café depuis environ 8 ans maintenant. Depuis 8 ans, ouais. Et donc tu as commencé, tu avais peut-être avant, comme tout le monde dans le café, finalement presque aujourd'hui, à part les petits jeunes qui essayent se mettre au café très tôt. Tu avais peut-être une vie avant le café? Ouais, en fait, j'ai découvert le café après avoir fui le monde du travail en bureau. C'est-à-dire j'ai commencé à travailler chez Air France à Londres, dans les bureaux. Et après un an et demi, j'ai un petit peu pris peur que ça allait être ma vie. Et du coup, j'ai fait un voyage en Australie. Et donc voilà, j'ai rencontré le monde du café en Australie pendant mon visa vacances-travail Ouais. d'un an. Tu t'es où en Australie? J'étais en Australie et en fait, je cherchais des petits boulots à droite à gauche et je me suis vite rendu compte que là-bas existait ce qu'on appelait des baristas, qui était à l'époque un terme qu'on ne connaissait pas du tout, enfin, en tout cas moi que je connaissais pas du tout en Europe. C'était en 2011. Et donc au début, j'étais un petit peu énervée parce que je comprenais pas trop ce que ça voulait dire quand on me demandait est-ce que tu sais faire du café. Je me souviens que je comprenais pas trop et après voilà, je me suis rendu compte que c'était un petit peu tout un métier, quoi, tout un art et j'ai voulu apprendre ce que ça me faisait. Quand j'étais un petit peu curieuse, du coup, de faire quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai découvert un petit peu ce métier qui m'a plu au début parce que j'étais contente de faire un métier manuel. Parce que du coup, comme je sortais d'un bureau, voilà, c'était vraiment complètement aux antipodes de ce que j'avais pu faire avant, même si j'étais très jeune, j'avais 24 ans, 25 ans. Mais du coup, ouais, c'était sympa de faire quelque chose bah, ouais, avec ses mains, quoi, parce que j'étais pas trop destinée à faire ça. Donc ça m'a beaucoup plu. Donc au début, j'ai commencé par apprendre le métier vraiment manuel de faire du café dans une chaîne de café un peu similaire à Starbucks qui s'appelait le Coffee Club. Et, euh, et donc voilà, vraiment juste, disons, les techniques pour faire un espresso, monter du lait, etc. Et puis après tout ça, je suis allée passer quelques jours à Sydney, Melbourne, où là, j'ai goûté vraiment des meilleurs cafés. Et ça a été, voilà, comme beaucoup de monde, c'est une histoire pas très originale, mais ouais, j'ai vraiment goûté des cafés où je me suis dit, ah, en fait, bah, il peut y avoir le bon café. J'étais pas du tout une buveuse de café, je n'aimais pas ça. Euh, voilà, et donc ça m'a fait changer bah ouais, de vision quoi, par rapport à ce Vision. produit. Mm. Alors, c'est vrai que tu as raison, dans un sens, c'est pas très original, mais ceci dit, en fait, on se reconnaît tous dans cette histoire. Et donc, d'ailleurs, juste, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est aussi pour ça Sandra et moi, on a appelé notre société La Claque. C'est vraiment quelque chose de commun à tellement de gens. Et c'est quelque chose, du coup, qu'en tant que barista, on a vraiment une fierté, en fait, de pouvoir donner à des gens qui ne connaissent pas encore ça, justement. C'est un peu notre boulot tous les jours, au final. Donc c'est pas si grave si c'est pas original en fait, mais en tout cas c'est un parcours qui est normal en fait. Et donc on demande souvent au final une question qui revient souvent, c'était quoi ton premier meilleur café au final? C'est toujours hyper important en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Donc
Donc ouais, et Donc, du coup après je suis rentrée en Europe. Au début je suis rentrée en France après mon visa qui expirait. Et en France en fait c'était le tout début du café de spécialité. Je me souviens que Moxa venait d'ouvrir, je crois, Coutume venait d'ouvrir, etc. Donc bah, c'était encore très très petit et donc il n'y avait pas vraiment de travail. Donc je suis retournée à Londres où je travaillais avant en fait l'Australie. Donc c'était assez facile pour moi. Et à Londres, pour le coup, c'était quand même beaucoup plus développé déjà depuis 4-5 ans. Et donc là, j'ai vite trouvé du travail dans une entreprise qui s'appelle Taylor Street et qui recrutait énormément de jeunes curieux du café, pas barista. Ils voulaient et spécifiquement des gens qui ne savaient pas grand-chose sur ce thème pour les former au métier. Et donc là, ouais, j'ai vraiment fait partie d'une communauté de gens complètement geeks du café. On était vraiment dans cette période où il y avait vraiment ouais, d'enthousiasme par rapport à ce monde-là qui était assez nouveau. On était tous jeunes, on était tous de différentes parties du monde. On se retrouvait à faire du café toute la journée, même le week-end. Enfin, j'ai vraiment passé une année et demie où vraiment je ne pensais qu'au café, quoi. C'était un petit peu exagéré, quoi, mais voilà, je suis passée par cette phase-là. Euh, et donc, ouais, ça a été ma première expérience, disons, professionnelle, vraiment en café de spécialité, quoi. C'était de travailler chez Taylor Street, quoi. d'accord. C'était une vraie équipe, quoi. Vous étiez vraiment entouré de gens qui avaient cette même Ouais, passion et j'imagine que c'était la ouais. dynamique. Ouais, il y avait une grosse dynamique. Et bah, c'est d'ailleurs en travaillant chez Taylor Street que j'ai fait les championnats. J'ai décidé de faire les championnats 3-4 mois après avoir commencé parce que je me disais que c'était une bonne opportunité pour apprendre vite. Et puis, ouais, toute l'équipe était vraiment derrière nous, ceux qui participaient au championnat, etc. Donc, on avait beaucoup de soutien. Puis, c'est surtout assez fun, quoi, du coup, parce que ouais, Ouais. il y avait beaucoup Il de. y a peut-être plus un soutien, en tout cas à l'époque, des entreprises, des patrons pour les baristas, pour les pousser à justement aller vers la compétition. Peut-être pas juste en tant qu'il faut absolument gagner, mais comme justement dynamique et pour bah, avancer un peu les connaissances de tout le monde. Bah, en l'occurrence, moi, mon boss, c'était Andrew Tolley. Il a toujours été, il est toujours, il encourage toujours tous les baristas à faire les championnats parce qu'il considère à juste titre que c'est vraiment une bonne façon d'apprendre très vite les bonnes techniques et de s'intéresser au café en soi. Parce qu'en fait, en tant que barista, des fois, on a un petit peu tendance à se focaliser sur les techniques et peut-être oublier un petit peu des fois bah, le café. Et donc, quand tu fais les championnats, bah, tu changes un petit peu la vision et tu te rends compte en fait que bah, tu peux avoir la meilleure technique du monde si tu n'as pas le bon café, ça sert à rien. Mm. Euh, Ce que je n'avais pas compris au début et je l'ai compris maintenant. Mais donc voilà. Donc, ouais, en l'occurrence, moi, j'avais ce boss-là qui a toujours encouragé ça. Je ne sais pas s'ils le font moins maintenant. Je ne sais pas trop, comme je ne suis plus trop les championnats, mais Ouais. Bon, il y a quand même des entreprises qui poussent vraiment en fait beaucoup de baristas chez eux à le faire en Angleterre toujours, beaucoup plus qu'en France. Je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment il y a des régionales même en Angleterre, alors que ça n'existe pas ouais. en France. Donc c'est pour dire il y a vraiment beaucoup plus de baristas en Angleterre qui sont intéressés par ça ou même poussés par leur patron. Et après Taylor Street, bah ça, bon, on va pas en parler là, mais ça a clairement changé de structure depuis le moment où toi tu y étais. Ouais. Ouais. Est-ce que donc tu es resté chez Taylor Street pendant près d'un an et demi, c'est ça que tu disais? Ouais, je suis restée un an et demi à peu près. Et puis du coup, ben, un an et demi après, je commençais à vouloir faire autre chose. Et puis, ben, voilà, j'étais à Londres. On était, je sais pas combien de baristas à Londres, où tout le monde voulait devenir torréfacteur un beau jour, quoi. C'était un peu la seule issue en termes de progression de carrière Parce que qu'on voyait. tu ne voyais pas rester barista en fait, c'est ça le. Non, je commençais un petit peu à m'ennuyer. Et puis aussi, quelque chose dont je me suis rendu compte quand j'étais barista, c'est que c'était bien d'être passionné de café. Mais en fait, le métier de barista, c'est avant tout un métier de service. C'est un métier ouais, de service client. Et clairement, moi, j'ai pas vraiment la personnalité pour être au service des gens 8 heures par jour, 5 jours par semaine, quoi. Voilà, il faut vraiment avoir je pense que ça vient d'une personnalité. Enfin, c'est tu l'as ou tu l'as pas, quoi. C'est
Ouais, c'est quelque chose d'assez inné, je pense, de pouvoir donner un bon service client, être souriant sans se forcer, etc. En plus, en Angleterre, il y a une grosse culture du comment ça s'appelle, le small chat, ou enfin de toujours vouloir en fait engager une petite conversation avec tous les clients. Ce qui, je crois, n'est pas très commun en France. En France, c'est toujours bonjour, qu'est-ce que vous voulez, merci, au revoir. En Angleterre, c'est plus bonjour, alors comment ça va, alors la journée, enfin voilà. Et du coup, moi, je n'aimais pas trop ça. Et au final, en fait, le métier de barista, bah, c'est beaucoup ça. Donc, clairement, il faut savoir préparer un bon café, savoir en parler. Mais la plupart des clients, ils n'ont pas forcément envie de savoir d'où vient leur café. Ils ont juste envie qu'on les accueille bien et qu'on leur serve une bonne tasse de café et vite. Donc voilà, du coup, au bout d'un moment, je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être pas tout à fait pour moi. Mais c'est bien de réaliser ça en fait. Et puis en même temps, tu as raison, en fait, il y a vraiment cet aspect dans le métier de barista de bon service et ça doit t'arriver même aussi parce que du coup, tu en es aussi consciente, mais ça arrive très souvent d'aller dans un coffee shop où effectivement on peut avoir un très bon barista technique, mais on est vraiment très mal accueilli et très mal servi en règle générale. Donc c'est pas si mal de s'en rendre compte et de se dire, bah, en fait, peut-être que j'ai une meilleure place à prendre dans le monde du café. Ouais, exactement. C'est un peu ça Donc qui. du coup voilà, je savais que je voulais faire autre chose, mais je savais pas trop quoi, parce que ben c'est vrai que dans nos pays, on n'a pas trop de visibilité en fait sur les possibilités qu'il y a dans le monde du café, à part être barista ou être torréfacteur. Enfin, moi à l'époque, j'avais une vision très étroite en fait de ce qui pouvait se faire. Donc torréfacteur, du coup, c'était pas vraiment envisageable parce que voilà, il y avait vraiment trop de candidats, les postes étaient vraiment très chers, etc. Et j'avais rien qui me différenciait des autres. Donc je me suis dit, bon, ben, est-ce que je repartirais pas à l'aventure? Parce que j'ai une nature assez voyageuse, quoi, déjà, à la base. Donc je me suis dit, je vais aller faire du backpacking en Amérique latine et je vais essayer de voir si des gens qui travaillent dans le café veulent bien m'ouvrir leurs portes pour un petit peu comprendre ce qui se fait dans ces pays-là, quoi. Et, euh, Tu et parlais donc voilà, espagnol déjà ou pas? non, je parlais pas espagnol. Du Ah coup, bah. j'ai décidé d'apprendre. Donc j'ai acheté un bon livre de grammaire arabe ou un truc comme ça. Et j'ai fait tout le livre en 3-4 mois. Et du coup, 3-4 mois après, je partais pour le Mexique. Voilà, sans trop savoir où j'allais aller. Mais j'avais quand même envoyé 2 petits mails avant mon départ à 2 exportateurs au hasard, dont j'avais entendu très brièvement parler, parce que évidemment, en tant que barista, on ne sait pas qui sont des exportateurs, on n'a pas du tout cette connaissance-là. Donc j'avais entendu parler de Virmax en Colombie et Exclusive au Costa Rica. Voilà, D'accord. je ne savais absolument rien d'eux, mais Est-ce du que coup, voilà. t'as demandé à tes patrons peut-être de Taylor Street ou comment t'as entendu Euh, parler? À l'époque, j'avais demandé à un torréfacteur français que tout le monde doit connaître, qui est Antoine Nétien. J'avais écrit un petit message, j'avais dit je voudrais partir en Amérique latine, est-ce que tu connais des exportateurs? Il m'avait répondu très brièvement ces 2 noms-là. Euh, donc voilà, donc je l'avais un peu pris au mot, quoi, et du coup j'avais regardé sur internet et j'avais trouvé les adresses mail info@exclusive info@virmax.com. Ouais. J'avais écrit un mail très naïf, quoi, en disant bonjour, je m'appelle Laura, je suis barista et j'adore le café. Et j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe dans les pays producteurs. Et il s'est avéré qu'il y en a un des deux, enfin les deux m'ont répondu, et notamment un, Virmax, qui m'ont répondu en 2 heures, je crois. J'ai reçu un mail de retour dans la journée, et ils m'ont invité du coup à prendre un café avec eux parce qu'il s'avérait qu'ils étaient à Londres ce jour-là. Donc voilà, grosse coïncidence. Bon, après, ils ont un business à Londres, donc voilà, c'est pour ça qu'ils étaient là, mais du coup, ouais, c'était. Et donc, ça s'est vite fait. Ils m'ont dit, est-ce que tu es disponible demain? Du coup, j'ai annulé mon shift. J'avais un shift de barista le lendemain. J'ai demandé si je pouvais te remplacer. J'y suis allée tout de suite. Et on a eu une conversation de 2 heures. Je me souviens plus du tout ce que je leur ai raconté, mais au final, ils ont fini par me dire, bah, écoute, si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Dans quel pays tu veux aller? Je me dis, moi, je m'en fiche. Là où on fait du café. Je lui ai dit, est-ce que tu veux aller au Salvador? On est en train d'ouvrir un site. Et je leur avais dit, ben ouais, carrément,
ça me va très bien. Et Tu du coup, connaissais voilà, quelque chose du Salvador à l'époque ou écoute, je savais à peine où c'était sur la carte, Ouais. pour être très honnête. Je me souviens que j'avais ramené un petit bloc-notes pour prendre des notes de toute la réunion. J'y avais absolument rien écrit à part Metapan, qui est le village du Salvador dans lequel ils étaient en train de mettre en place leur mine. Et voilà, je suis retournée chez moi avec Metapan sur mon bloc-notes. Je ne savais pas où c'était. Euh, et je ne savais absolument rien du Salvador. Je ne savais pas du tout tous les problèmes que le pays a. Mais j'étais super contente à l'idée de savoir qu'un exportateur allait m'ouvrir ses portes. Ouais. Euh, Ça donc voilà, donc ça s'est bien goupillé en fait. Effectivement, il y a une notion de hasard et de chance parce qu'ils étaient là à ce moment-là. Mais en même temps, quoi qu'il arrive, sans un peu de débrouille et de sortir de sa zone de confort et d'aller vers les gens et de leur demander, en fait, il serait jamais rien arrivé en fait. Donc c'est une bonne leçon aussi. C'est que si vous voulez faire autre chose, ouais. il faut y aller, quoi. Il faut demander. Ouais, c'est vrai. Et puis, par exemple, j'ai un autre exemple aussi. Avant donc du coup de faire cette aventure en Amérique centrale, je suis allée un mois au Brésil. Et ça, en fait, dans une ferme. Et ça, en fait, ça a été le résultat, pareil, d'une opportunité qui s'est présentée un jour quand je travaillais dans un café à Taylor Street, où la famille Croce de Faf, donc la fameuse maintenant que tout le monde connaît, je crois, en France, est venue prendre un café, du coup, avec mon boss. Ils sont venus, puis ils m'ont invité à les rejoindre dans leur discussion. Et puis au cours de la discussion, mon boss a dit, bah toi Laura, t'aimerais bien aller en Amérique latine, parce qu'ils savaient que j'avais envie déjà de partir un petit peu là-bas. Et du coup, ils m'ont très gentiment invitée, et j'ai senti que c'était vraiment très honnête et très spontané, mais que vraiment j'étais bienvenue. Ça m'avait fait cette impression vraiment que c'était pas juste bah, tu viens quand tu veux, c'était vraiment non mais viens, on peut te montrer ce qu'on fait, etc. Il n'y a pas de souci. Et du coup, je les ai pris au mot et je me souviens que je crois que c'était 6 semaines après ce café avec ces gens-là, et ben je me suis retrouvée à Faf, à Mococa, au Brésil. Donc t'as pas À l'époque. attendu, hein. Donc ouais, il faut y aller quoi. Il faut se lancer quoi. Il y a des opportunités qui se présentent des fois et c'est vrai que faut les saisir. Et en fait, c'est aussi là que je me suis rendu compte que le monde du café, c'était un business, etc. Mais c'était pas juste transactionnel, quoi. C'est-à-dire que c'était aussi très relationnel. Et en fait, voilà, c'est ce qui m'a plu aussi beaucoup au début dans le café, c'est que j'ai senti que ouais, c'était quand même un monde de passionnés, qui avaient vraiment envie de partager ce qu'ils faisaient et tout. Surtout qu'en plus, tout le monde en était un peu à ses débuts, quoi. Faf, par exemple, ils étaient un peu à leur début aussi. Euh, donc ouais, Donc, tu as c'était déjà chouette. c'était ta première expérience en fait en plantation. Et Ouais. c'était quoi, t'as réalisé quoi en fait là-bas une fois arrivé là-bas et avoir passé autant de temps parce que finalement on passe pas autant de temps normalement quand on va faire sa première visite la plupart du temps. Ouais, bah c'était vraiment un privilège parce que du coup j'étais vraiment dans leur bénéficio ferme à Mococa. Donc en gros j'étais en immersion pendant 2 semaines dans le labo, principalement avec Felipe. C'était au mois d'août-septembre. Donc du coup c'est après la récolte au Brésil. Donc ils en étaient au stade de évaluer tous les lots. Donc Et quand tu dis labo en fait c'est ça, c'est un laboratoire de contrôle qualité. ouais, ouais, laboratoire, en fait, ouais. Je fais référence au lieu où ils font toutes les analyses physiques et sensorielles des lots et où ils décident de ce qu'ils vont en faire, quoi. En gros, est-ce qu'ils vont les mélanger, est-ce qu'ils vont créer des blends, est-ce qu'ils vont les laisser euh, seuls, micro-lots, etc. Et c'était aussi la période où ils recevaient des clients. Et donc, du coup, j'ai vu la partie labo, évaluation des cafés et la partie un peu vente et du coup relationnelle, quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça cool parce que, encore une fois, je trouvais que, voilà, moi j'ai toujours dit que j'aime pas la vente, etc. Mais en fait, c'est pas vraiment de la vente, quoi. C'est vraiment juste, voilà, il y a des gens qui se rencontrent, qui aiment ce qu'ils font, voilà, chaque client recherche des profils bien particuliers, etc. Mais au final, voilà, c'est une ambiance assez décontracte. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment une ambiance de travail vraiment agréable, surtout comme je venais de travailler dans des bureaux, dans des grosses boîtes et tout. Enfin, pour moi, c'était
c'était vraiment 1000 fois Un bol mieux, quoi. d'air, quoi. Hmm. Ouais. Et puis Donc, quelque chose de concret, de réel. Et puis comme tu dis, c'est un produit de qualité, de passion. Donc c'est pas comme si tu vendais je sais pas, des épuisettes en plastique, quoi. C'est autre chose. ouais, ouais. Puis il y a tout un savoir-faire autour. Voilà, tu vois, le cupping et tout, c'est un protocole et tout. Donc, ouais, c'est sympa de partager ça, quoi. Après, personne n'est jamais d'accord sur les scores, sur les descripteurs et tout. Mais voilà, au final, c'est pas grave, quoi. Ce qui est important, C'est la partie de c'est de partager. subjectivité, même si on est censé être le plus calibré possible. C'est vrai que c'est pas objectif, quoi. Ouais, non. Hmm. Donc ouais, le Brésil, ouais, c'est un autre exemple un peu de ça, ce que tu dis, c'est d'essayer, si vraiment, je pense, on a envie de partir dans ces pays-là, découvrir ce monde-là, voilà, il faut essayer de saisir les opportunités, et si elles n'arrivent pas, et ben, y aller. Et, Il faut euh, les et, créer. Ouais. euh, franchement, je suis à peu près sûre que les gens qui partent à l'aventure comme ça, pendant au moins un mois, ils vont forcément trouver des gens qui vont leur ouvrir leurs portes et qui vont leur montrer ce qu'ils font, quoi. Hmm. C'est- ouais, je Il suis sûre. faut juste faire un minimum d'économie quand même, et après essayer d'apprendre un minimum de la langue du pays dans lequel on va. Ouais, alors sur le deuxième point, je suis tout à fait d'accord. Bien que au Brésil, je parlais pas portugais. Mais bon, après, je suis pas restée non plus très très longtemps. Mais c'est vrai qu'après, du coup, je suis restée 4 ans en Amérique centrale. Donc la condition, évidemment, c'est d'apprendre la langue. C'est vrai. Ouais, c'est une condition absolument indispensable. Après, la première condition d'avoir des économies, bah, moi, en l'occurrence, bah, j'ai jamais eu trop une personnalité économisée pour commencer. Puis en plus de ça, bah, voilà, j'ai fait des métiers barista, etc., où on n'est pas payé beaucoup. Donc des économies, j'en avais très peu. Voilà, je suis partie avec 3 000 à 4 000 euros, je crois. Donc déjà, une fois que j'avais payé le billet d'avion, bah, il en restait un peu moins. Mhm. Euh, donc voilà, c'était pas non plus, voilà, je partais pas non plus. Après, il faut avoir un peu ce caractère à vouloir un peu prendre le risque, entre guillemets. Mais bah, après, si ça marche pas, tu reviens, quoi. Puis, Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, il faut clairement avoir une âme d'aventurier ou d'aventurière, ouais, c'est sûr. ouais. Et Mm. ça Ouais. paye. Alors du coup, tu es arrivé au Mexique, c'est ça, d'abord? Ouais, en fait, je me suis dit que bah, j'allais pas aller tout de suite au Salvador, j'allais quand même essayer de voyager un peu et connaître un peu la région, quoi, Amérique centrale. Voilà, je suis arrivée au Mexique, je suis arrivée à Cancun, j'ai fait un peu de backpacking, en gros, quoi. Tout en cherchant un peu le café sur ma route. Donc évidemment, dans la région de Cancun, bon, bah, j'ai rien trouvé. Mais Mhm. je suis arrivée dans le Chiapas assez vite, voilà, où j'ai rencontré par exemple Jesus de Café au Logo, qui est maintenant assez connu aussi en Europe, en France notamment grâce à Delco. Et c'est pareil, il était au tout début de son projet, etc. Donc je m'en souviens avoir ma première table de dégustation à l'Amérique centrale, c'était avec lui. Et voilà, j'ai des super souvenirs, quoi, parce que c'était tous ces petits business, en fait, ils commençaient. Et, et donc voilà, et du coup, moi, je me promenais par là. Et encore une fois, ce monsieur-là, je le connaissais pas, il me connaissait pas. On Et s'est puis, retrouvés, je lui ai dit que j'aimais bien le café, on a commencé à en parler, il m'a invité à Cupé. Enfin, voilà, quoi, voilà. Puis après, je ne l'ai pas revu, enfin, je l'ai jamais revu pour le moment, mais voilà, vraiment, les gens ouvrent leurs portes, quoi. tu l'as rencontré comment Et ben, en fait, j'étais à San Cristóbal de las Casas, qui est une ville assez touristique dans le Chiapas. Et en fait, il avait à l'époque déjà un café, un coffee shop, et une torréfaction, je crois. Et enfin bref, du coup, voilà, il se promenait un peu dans le café, etc. Je t'avouerais qu'exactement comment je l'ai rencontré, je me souviens plus, mais à mon avis, dans le café, quoi. vous êtes J'ai croisés? dû. Bah, après, je suis assez avenante. Enfin, je savais que j'avais envie de connaître le café, donc j'étais sûrement allée le voir pour lui demander voilà, s'il était propriétaire, comment était le café dans la région, etc. Et donc, après, la discussion a fait Hmm. qu'il m'a invité à goûter quelques cafés, quoi. D'accord. Et après, t'es parti direction le sud, c'est ça? Ouais, après, du coup, je suis passée donc, au Guatemala. Je me souviens de passer par Huehuetenango, qui est une région très cafetière. Ouais. Il y a beaucoup de café, donc là, j'étais super contente. C'est la première fois que je voyais autant de café depuis un bus. Et je voyais le café séché au bord de la route. Voilà. Donc là, je me suis rendu compte que ça commençait vraiment.
Et du coup, je suis arrivée au Salvador fin janvier, chez Virmax, qui est maintenant Caravella. Fin janvier, c'est en plein dans la saison, hein. Ouais, et exactement. C'est en plein dans la récolte en Amérique centrale. Euh, et donc, du coup, je suis arrivée sur ce petit site qui venait d'ouvrir et, euh, et on m'a accueilli à bras ouverts dans cette petite équipe. Ils étaient 5-6 en fait, dans le nouveau, ce qu'on appelle là-bas des bénéficiaux. C'est-à-dire, en l'occurrence, dans cette entreprise-là, c'était un endroit où on recevait du café sous forme de parche. On décidait ou pas de l'acheter. On le millait et on l'exportait. Donc, D'accord. voilà, ces différentes activités-là. Et Donc, donc, j'ai commencé. juste pour revenir sur certains termes, et puis après, comme ça, on pourra les utiliser librement. Donc, un bénéficio en Amérique latine, ça veut dire quoi? En fait, un bénéficio, ça a plusieurs définitions selon le pays. Et même à l'intérieur d'un pays, ça peut vouloir dire des choses différentes. Donc, c'est un mot qui regroupe plusieurs différentes structures. Mais moi, quand je vais parler de bénéficio aujourd'hui, ça va être en fait des entreprises qui achètent du café aux producteurs. Le café est acheté une fois qu'il est sous forme de parche. Donc, Ce la café, parche étant l'enveloppe protectrice qu'il y a autour du café vert, ouais, et qui comprend aussi la pellicule argentée qui est vraiment collée au café vert. Donc, ouais, c'est quelque chose d'un peu plus, juste pour expliquer pour les gens qui ne savent pas forcément. ouais, exactement, c'est ça. Donc c'est-à-dire en fait quand on l'achète sous forme de parche, ça veut dire que le producteur, évidemment, il a récolté lui-même son café, mais il a aussi fait lui-même toute la première partie du process, c'est-à-dire que c'est le producteur qui a fait soit le séchage naturel, soit le process honey, soit le lavage, enfin la fermentation, le lavage du café. Donc tout ça, en fait, nous, on le faisait pas. Nous, on recevait le café une fois qu'il était sous forme de parche, ce qui signifie en fait que le café, quand on le recevait, nous, on pouvait soit garantir et maintenir la qualité du café, soit la détériorer. Mais nous, en aucun cas, on avait le potentiel d'améliorer un café. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est important de le noter qu'en fait, la valeur ajoutée, vraiment la qualité, elle vient du producteur, quoi. Mhm. Euh, et, euh, et donc voilà, donc dans un bénéficio, on achète donc le café, enfin dans mon cas, on achetait le café sous forme de parche. Ensuite, le café passait au laboratoire où on faisait des analyses physiques et sensorielles du café. On avait tout un tas de critères du coup pour déterminer si on allait l'acheter ou pas et à quel prix. Et une fois qu'on avait décidé de l'achat, il y avait toute la partie stockage et la partie, ce qu'on appelle aussi, plutôt en anglais, dry milling, qui n'a pas trop de traduction en français, mais du coup, le dry milling, c'est c'est toutes les étapes entre la parche et le café vert exportable. Alors après, on en a parlé avec Régine. A priori, en fait, on dirait usine de conditionnement. Ok, bah ouais. Ouais, c'est vrai qu'au usinage, j'ai déjà entendu, ouais. Ouais, usine, ouais, ok. Et du coup, je vais utiliser usine de conditionnement. C'est un peu long, mais Ouais. Une fois qu'on l'a défini, à la limite, si tu veux dire 1000 et que c'est plus simple, au moins comme ça, c'est défini, quoi. Donc, c'est toutes les étapes qui vont permettre de faire quoi, au final? et ben en fait, le café, donc, quand il est sous forme de parche, il faut enlever cette parche, qui est une pellicule protectrice du café. Donc, il y a la phase de déparchage, voilà, qui est assez simple en fait, par friction. En fait, une machine enlève la parche et ce qui en sort, c'est du café vert. Et après, en fait, il y a tout un tas d'étapes de classification du café. Classification par taille, par densité et classification par couleur, en fait, qui va permettre d'obtenir un café vert propre, c'est-à-dire sans imperfection. Voilà, parce que du coup, ça c'est pareil, nous, quand en Europe, dans les pays consommateurs, on a l'habitude de recevoir un café tout propre, tout beau. Et en fait, pour qu'il soit tout propre, tout beau, il faut qu'il passe par plein de machines, principalement mécaniques et optiques,
pour arriver à ce résultat-là. Donc ouais, l'usinage, on n'en parle pas très souvent parce que c'est pas du tout sexy, quoi. C'est vraiment des grosses machines, quoi. Mais ça permet de nettoyer en fait le café vert et de pouvoir exporter un café propre. Et la propreté, entre guillemets, c'est-à-dire l'absence d'imperfection, va garantir l'uniformité en tasse de ce que vous achetez. Parce que c'est facile de goûter un échantillon qui a été trié à la main et que le café est super et tout, mais s'il n'est pas bien usiné, c'est-à-dire si le café est plein d'imperfections, et vous allez avoir une très bonne tasse, puis ensuite vous allez avoir une tasse beaucoup moins bonne parce qu'il va y avoir des défauts. Et donc voilà, donc c'est une étape importante pour garantir l'uniformité de la qualité d'un lot. Et vous, du coup, en fait, ça vous permettait, en fait, c'est quoi l'avantage au final, je vais te laisser peut-être en parler, parce que tu en parleras mieux que moi, mais c'est quoi l'avantage d'acheter du café Parche plutôt que du café vert qui a déjà été usiné? Euh, L'avantage, je dirais que je ne sais pas s'il y a un avantage, mais disons que c'est plus facile pour le producteur de vendre son café entièrement. Voilà, ça facilite un petit peu la vie des producteurs parce que du coup, ils n'ont pas à se soucier de revenir pour récupérer les imperfections parce que, en fait, le café, de toute façon, il faut qu'il passe par l'usinage. Si le producteur, il vend que le café vert exportable, ce qui est le cas dans d'autres bénéficiaux, etc., et ben dans ce cas-là, il délivre sa parche, le bénéficiau fait l'usinage et il va exporter que le café vert exportable et il va payer le producteur selon ce qui est sorti de café vert exportable. Et toute la partie imperfection, en fait, appartient au producteur, du coup. Donc le producteur, il faut qu'il revienne chercher ses imperfections et il faut qu'il trouve un autre marché généralement. Ou alors, il faut qu'il vende, du coup, ce café qui est forcément pas de spécialité. Donc, il faut qu'il trouve un autre marché pour ça. Donc, généralement, moi, ce que j'ai souvent entendu, en tout cas là où j'ai travaillé, c'est que les producteurs n'avaient pas trop envie de s'embêter avec ça, quoi. Préféraient du coup vendre toute la parche et tu voilà, ne plus en Donc, ils entendre ne viennent parler, même quoi. pas récupérer le reste, en fait. Bah non, parce que du coup, quand tu vends la parche, tu vends tout. Ah oui, voilà, c'est toi Donc, qui gères derrière, en fait. voilà. Donc, D'accord. Et puis, alors, il y a aussi la notion d'investissement, j'imagine, parce que tu parlais de machines, et tous les producteurs ne peuvent pas non plus s'amuser à acheter toutes ces machines, j'imagine. bah ouais, en fait, c'est clair. Clairement, l'usinage, c'est généralement toujours fait par des entreprises qui gèrent beaucoup de volume. Et encore, nous, enfin, on faisait 10 containers, donc on était une toute petite usine de conditionnement. Il y a des bénéficiaux qui font, je ne sais pas, des containers entiers, des centaines. Donc nous, on était tout petits, mais c'est sûr un producteur qui a 2, 3, même 10 hectares, il a absolument pas, enfin, ça ne se justifie pas du tout d'acheter tout cet équipement. Donc, en fait, un producteur, généralement, s'il est petit, ce qui est le cas de la plupart des producteurs en Amérique latine, petit, je ne sais pas, je crois que je ne sais pas quelle est la définition exacte, mais moins de 50 hectares, quoi, clairement, tu ne peux pas acheter une usine de conditionnement et donc tu es obligé de passer par un tiers, en fait. Et malheureusement, en Amérique latine, de ce que j'ai vu, c'est que c'est beaucoup là que les producteurs aussi peuvent se faire avoir, quoi, parce qu'ils sont obligés de passer par cette étape. Donc il y a beaucoup de bénéficiaux qui en profitent en fait de cette exclusivité qu'ils ont et voilà, qui achètent le café au prix qu'ils veulent. Oui, parce que justement, en fait, tout à l'heure, tu disais que en fait, c'est par rapport à vos tests physiques et dégustatifs, j'imagine, que vous déterminez le prix. Donc, en fait, c'est vraiment la personne qui achète le café Parche qui va déterminer le prix? Ben oui, clairement, le bénéficiau généralement dans la négociation, euh, c'est souvent le dégustateur, enfin la personne du labo, qui va un peu décider et proposer son prix. Après, le producteur peut refuser, quoi. Mais il y a une relation de pouvoir qui est quand même souvent en faveur des bénéficiaux, malheureusement. Hmm. Et c'est parce que les producteurs n'ont pas le choix, quoi. Ils sont obligés de vendre à un bénéficiau pour la partie usinage. Hmm. Donc, C'est une estimation, on donne au producteur une estimation du prix et après à lui d'accepter ou pas.
Et, Ouais. euh, et j'imagine, et donc ça, c'est basé sur des tests. Quels sont les tests physiques, par exemple? Bah, après, encore, ça dépend vraiment des entreprises dans lesquelles tu travailles, ça dépend du type de café que tu achètes, etc. Là, moi, où j'ai travaillé, que ce soit au Salvador ou au Nicaragua, on avait des critères assez stricts. On travaillait du coup dans le café de spécialité uniquement. Et donc, les critères physiques, c'était premièrement l'humidité et l'activité d'eau. On s'est rendu compte que ces deux critères-là étaient assez corrélés et déterminaient vraiment la durabilité du café. Hein. Donc, du coup, on avait des critères assez stricts d'humidité et d'activité d'eau pour éviter que le café ne se détériore avec le temps. Oui, c'est ça que tu appelles la durabilité, c'est ça, hein. C'est que la Ouais, qualité du café ne se détériore pas trop rapidement après avoir ouais. été. Bah ouais, parce que ouais, ça arrive souvent qu'on goûtait par exemple des cafés qui étaient très bons en tasse. Et en fait, ils avaient des taux d'humidité, je sais pas, de 12,5, des activités d'eau de 0,6, 0,61. Donc c'est des chiffres qui veulent pas dire grand-chose sûrement euh, comme ça, mais disons qu'on sait que c'est hors de nos critères et on sait qu'à ces taux d'humidité et ces taux d'activité d'eau, il est très probable qu'un café qui cueille très bien aujourd'hui cueille 2-3 points de moins dans 4-5 mois à cause du coup de cette volatilité de l'eau dans le grain. Mhm. Et après, je ne t'expliquerai pas exactement ce qui se passe dans le grain, etc., au niveau chimique, etc., mais c'est prouvé, quoi. Enfin, c'est Mhm. empirique. C'est que, Mhm. on sait que c'est important que l'eau soit vraiment stable dans le grain et ces deux mesures-là permettent de garantir ça. Non, mais on va pas, c'est pas le sujet, on va pas faire un cours là-dessus. Mais disons que c'est bien d'avoir une idée en fait. Par exemple, le taux d'humidité, c'est quoi? C'est entre 10 et 12%. C'était ça votre fourchette? Nous, en l'occurrence, on avait un petit peu réduit entre 10 et 11,5 D'accord, maximum, parce que du coup, on voulait pas trop prendre de risques. C'est mieux d'accord. que le café soit un peu sec qu'il soit un peu humide. Donc, on Ouais. préférait par exemple prendre un café à 9,7, 9,8 qu'un café à 11,8, 12. D'accord. Euh, Ce qui était un challenge assez grand parce que traditionnellement, le café était plutôt délivré à des taux d'humidité de 12-12,5 en Amérique centrale. Et donc, du coup, c'est pas quelque chose que les producteurs avaient l'habitude de faire. Donc là, il y a eu tout un travail de, de communication sur ça auprès de nos producteurs pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'on voulait qu'ils sèchent les cafés un petit peu plus. D'accord. Donc c'est vraiment rallonger le temps de séchage. Ouais. Ouais. Mais, et donc pour l'activité d'eau, très rapidement, en fait, au-dessus, ça va de 0 à 1 et au-dessus de 0,6, ce sont des mesures qui peuvent être faites avec des appareils. Au-dessus de 0,6, effectivement, il y a trop d'eau qui est disponible et donc il y a des risques de moisissure ou de choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on préfère rester en dessous de 0,6. Ouais, exactement. Entre Ouais, 0,5 et 0,6, c'est ouais. assez stable. C'est Mm. standard. Ok. Voilà, c'est juste la parenthèse. Ok, donc ça fait partie des tests que vous faisiez, évidemment après une dégustation après torréfaction. Et vous aviez une idée des cafés que vous recherchiez, en fait, ou on va dire des profils. Ouais, alors après ça dépendait beaucoup des clients, hein, parce que en fait on recherchait pour les torréfacteurs. Donc ouais, on faisait les profils selon ce que souhaitaient les clients. Donc on avait au début, quand un bénéficiaire commence en fait et il n'a pas forcément de clients, bah, il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on vont vouloir les clients. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que on évalue tous les lots individuellement et on commence à créer en fait des profils, donc des profils par région ou par sous-région ou des profils par producteur. Et ensuite, voilà, tu commences à envoyer des échantillons un peu à droite à gauche et puis selon la rétroalimentation, bah, tu vois si ce que tu fais, ça fonctionne ou pas, quoi. Mhm. Et puis après, au fur et à mesure du temps, eh ben, tu commences à comprendre qu'est-ce que tes clients aiment. Euh, et donc là, ça devient plus facile pour un labo, toute la partie évaluation et mélange, parce que tu sais déjà euh, quel produit final tu cherches. Donc là, ça devient plus simple.
Donc ouais. Ok. Voilà. Non, très bien. Et il y a quelque chose aussi, en fait, parce que bon, peut-être qu'après, on va passer au détail de ce qui se passe dans l'usine de conditionnement et des différents matériels. Je crois que tu as des photos à nous montrer aussi. Mais il y a une question, en fait, aussi, je me pose par rapport au... Et c'est un concept qui, je pense, est vraiment important et essentiel pour le producteur et la relation que vous avez avec lui, notamment au niveau du prix et des achats. Mais c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le rendement. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors du coup, ouais, dans la partie analyse physique, on parlait de l'humidité, de l'activité d'eau, et il y a aussi une autre partie qui est l'analyse de rendement. Donc le rendement, en gros, c'est combien de kilos de parchemin tu vas avoir besoin pour faire un sac de café vert exportable. Voilà. Donc évidemment, par exemple, on te délivre 2 lots de 100 kilos chacun. Si le rendement du lot A, il est de 80, c'est-à-dire que des 100 kilos de parchemin, tu vas obtenir 80 kilos de verre exportable. Euh, donc ça, c'est ton lot A. Et sur ton lot B, ton rendement, il est de 70. Clairement, le prix de ton lot B va être moindre parce que tu vas obtenir moins de café vert exportable, qui est le café, évidemment, que tu vas vendre au meilleur prix. Donc, en fait, le calcul du rendement quand tu achètes de la parche est très important parce que eh ben, tu vas anticiper, en fait, quelle quantité tu vas obtenir de verre exportable, qui est, en fait, la partie qui a le plus de valeur dans ce que tu achètes. Parce que quand tu achètes de la parche, il y a à peu près, je sais plus, 15-17% de parche. Ça n'a presque aucune valeur. Hein, la pellicule du parchemin, ça vaut pas grand-chose. Après, il y a toutes les imperfections qui se vendent, voilà, généralement au prix un peu du marché, moins 20-30 centimes. Enfin, en gros, ça vaut pas grand-chose. Et puis après, il y a le verre exportable qui, là, ouais, vraiment un prix intéressant, quoi. Donc, donc le rendement, ouais, c'est super important pour un bénéficiaire qui achète de la parche. Et donc, du coup, il faut faire en sorte que quand tu calcules tes rendements dans le labo au moment d'acheter le café, que le rendement que tu obtiens et qui a déterminé le prix que tu as payé au producteur, il faut faire en sorte que dans ton usinage, tu obtiennes bien ce rendement. Parce que sinon, bah, forcément, tu ne t'y retrouves pas dans tes calculs, quoi. Et Ouais. donc, le prix que tu vas payer, tu peux ne générer aucune marge si tu n'arrives pas à retrouver la quantité de verre exportable en usinage. Bien sûr. Mais alors Donc, est-ce qu'il y a il y a un rendement pour chacun des lots que vous recevez? Parce que j'imagine que le rendement n'est pas le même au début de la récolte, au milieu de la récolte et à la fin de la récolte, dans la saison. ouais. Alors, tout à fait. Donc, déjà, aussi, quand on fait, nous, les mélanges, on prend aussi en compte, du coup, les rendements de chaque lot. Et du coup, on ne mettait pas des lots au rendement très différents dans le même mélange. Donc, quand tu fais des mélanges, en plus de t'occuper d'où vient le café et du score en tasse, tu vas aussi regarder les rendements pour être sûr de ne pas mélanger des cafés en rendements très différents. Parce que sinon, du coup, en usinage, ça va être très compliqué. Euh, Donc, ouais, il faut alors uniformiser les je crois que mélanges. tout le monde n'est pas finalement au courant. Quand tu parles de mélange, tu parles de quoi en fait? Parce que nous, on paye les consommateurs et puis les baristas, on sait que, et les torréfacteurs, on sait que les torréfacteurs justement font des mélanges, mais on n'est pas forcément au courant des mélanges qui sont faits à l'origine. Tu peux nous en parler? Ouais, et en fait, ouais, tu as raison, c'est un truc que moi j'ai appris quand je suis arrivée là-bas, que je ne savais pas du tout. Je me suis rendu compte en fait que la plupart des cafés qui sont exportés, au final, ce sont des mélanges. Parce que quand on travaille dans le café, même quand on travaille du coup dans le café de spécialité, un des concepts du café de spécialité à l'origine, c'est la séparation des lots. C'est-à-dire qu'on demande aux producteurs vraiment de séparer leurs lots de chaque jour, de chaque parcelle, pour pouvoir les évaluer individuellement. Mais du coup, un bénéficiaire, il se retrouve avec des centaines et des centaines de lots très très petits. Surtout, par exemple, dans notre cas, où nous, on travaillait vraiment avec des tout petits producteurs qui avaient de 2 à 5 hectares à peu près. Donc, clairement, des fois, des lots, ça nous arrivait, ça fait 3 sacs, 5 sacs. Donc, c'était vraiment petit. Et, euh, et donc, du coup,
Clairement, on ne peut pas vendre ces lots-là individuellement. C'est pas possible. Il faut forcément euh, créer des lots plus grands pour qu'on obtienne au moins des lots de 5-10 sacs, voire quand on a un client qui veut un demi-container, etc. Il faut forcément mélanger les lots. Donc, mélange, ça ne veut pas dire, c'est pas forcément, enfin, c'est pas négatif. C'est pas parce qu'on mélange qu'on va essayer de cacher quelque chose. On va mélanger des lots à qualité égale, on va mélanger des lots au rendement égal, etc. Pour tout simplement créer un lot un peu plus grand et commercialisable, quoi. Ouais, c'est ça. Mais même un micro-lot, tu vois, je sais pas, de 5 sacs. Par exemple, tu as un micro-lot de Pedro de 5 sacs. C'est très probable qu'en fait, ce soit une accumulation de 5-6 lots journaliers de sa parcelle de Bourbon euh, que le laboratoire a créé pour toi. Parce que si on t'avait vendu les 5 lots séparés, bah, tu aurais eu un sac de 50 kilos, un autre sac de 42 kilos. Enfin, voilà, à l'export, c'est ingérable. Ouais, donc l'idée, c'est de consolider quelque chose, comme tu dis, qui soit commercialisable plus facilement. Et puis, j'imagine qu'après, en fait, si vraiment, parfois, on entend parler d'un lot qui fait juste un sac, là, j'imagine que ce sont des cafés de compétition ou des choses comme ça, mais c'est pas des choses que vous retrouviez tous les jours sur votre table de dégustation, j'imagine. Ouais. Ouais, après, c'est possible, un sac, c'est un seul lot, une seule parcelle, une seule récolte d'une journée, c'est possible. Mais ouais, c'est très rare. Et puis, les Généralement, prix sont évidemment, c'est très élevé, ouais. Parce que du coup, usiner un sac seul, eh ben, ça coûte très cher. Et puis, ça demande aussi généralement des équipements assez spécifiques, ça demande des usinages, enfin, des équipements petits. Parce que si tu usines un seul sac de café sur une usine qui a l'habitude de faire des containers entiers, eh ben, tes 69 kilos de café vert, ils vont rester coincés dans les ascenseurs, dans les machines et tout. Enfin, c'est pas possible. Il faut une usine assez particulière de micro-lots pour faire ça. Donc, ouais, c'est toute une gestion différente, en fait, quand ouais. tu fais des petits lots. Ok, super. Bon, bah, c'est vraiment très clair. Est-ce que tu veux nous montrer les photos? Et ben en fait, ouais, alors je veux bien avec plaisir, mais après on a déjà parlé de pas mal de choses, donc je peux- Ouais, à la limite, c'est juste pour les gens qui regardent la vidéo. Et peut-être qu'on va le couper au montage pour le podcast, comme ça il n'y aura pas de répétition qui sera pas nécessaire pour le podcast. ok, alors Mais je pense que c'est quand même pas mal de voir à quoi ça ressemble et de mettre un mot sur quelque chose. j'avais sélectionné quelques photos du coup que j'avais prises pendant mes années là-bas qui illustraient un petit peu toutes les différentes activités qu'on peut faire dans un bénéficio. Donc il y a voilà, il y a trois activités principales. La première c'est achat, relation avec les producteurs. La deuxième, c'est le milling ou usinage. Et la troisième, c'est l'export. Donc voilà, ça va être un petit peu redondant. Je vais essayer de passer très vite. Donc du coup, ouais, ce sont quelques photos pour illustrer toutes les activités qu'on fait dans un bénéficio. Euh, donc la première partie, donc la partie achat et relations avec les producteurs. Donc nous, on était un bénéficio qui n'achetait que à des tiers, c'est-à-dire on n'avait pas nos propres fermes. Donc le café venait de producteurs de la région de Chalatenango, principalement dans le nord du Salvador. Et donc c'est très important d'avoir des équipes de terrain. Donc c'est une partie de l'équipe des bénéficiaux, c'est des gens qui travaillent au contact des producteurs tous les jours ou des agronomes pour créer en fait un lien avec les producteurs tout au long de l'année, pas seulement au moment de la récolte, mais tout au long de l'année, pour essayer de les conseiller dans ce dont ils ont besoin. Par exemple, à Tchalate, nous, on avait un petit souci, c'est qu'il y avait beaucoup de producteurs en fait qui avaient des pulpeurs, comme on voit sur la photo. Et ces dépulpeurs, en fait, on leur avait donné, c'est une ONG qui leur avait donné ça il y a quelques années lors d'un projet qu'ils avaient là-bas. Et en fait, ils ne savaient pas forcément très très bien Les les régler. ajuster, les utiliser, les régler exactement.
Et donc, du coup, voilà, une des choses que faisait notre équipe, c'était tout simplement aller les voir et les aider à régler leur dépulpeur, quoi. Donc, c'est des petites choses, en fait, qui paraissent voilà, superficielles ou quoi, mais c'est des détails assez importants, en fait, pour essayer de garantir la qualité du café qui va nous arriver. Parce qu'on n'en a pas le contrôle, mais du coup, on essayait, du coup, par l'intermédiaire de conseils et de ces gens-là, ben, d'aider les producteurs à améliorer leur qualité, quoi. Donc vraiment, la partie ouais, relation avec les producteurs est super importante. Il faut essayer de créer de la confiance aussi. C'est très important de comprendre qu'il y a beaucoup de producteurs, de petits producteurs, qui ont passé leur vie à se faire avoir, se faire arnaquer par des bénéficiaux, par ce qu'on appelle des coyotes, hein, qui sont des intermédiaires qui viennent acheter le café contre du cash. Donc, ils ont généralement une méfiance assez grande vis-à-vis des acheteurs. Donc, c'est important d'essayer de communiquer bien ce qu'on fait et qu'avec le temps, ils aient confiance en fait en nous. Donc ouais, il y a juste une photo, mais c'est vraiment une partie importante de l'activité d'un bénéficiaire en fait. Donc voilà. Après, voilà, donc vient la partie réception du café. Donc là, la photo est un petit peu pittoresque, parce qu'on voit un petit âne qui délivre des sacs de parche. Donc voilà, donc ça c'était en Colombie en l'occurrence. J'ai pris différentes photos que j'ai dans les différents pays où j'ai été, mais donc ouais, le café arrive donc là en l'occurrence à l'entrepôt d'achat. Quelque chose aussi qui était important, qui est important quand tu achètes à des tout petits producteurs qui sont un peu éparses dans un pays, c'est d'avoir des entrepôts au plus proche d'eux pour qu'ils puissent délivrer leur café. Parce que voilà, c'est des gens qui n'ont pas envie de faire 3 heures de route pour aller délivrer leur café tous les jours, parce qu'en récolte, généralement, il y a des récoltes, enfin, je veux dire, ouais, ils récoltent un petit peu tous les jours. Et donc, tous les jours, c'est un lot séparé. Donc, si tu leur demandes de séparer les lots, puis en plus, tu leur demandes de faire 3 heures de route tous les jours pour aller délivrer leur café, ça va pas le faire. Donc, il faut essayer d'avoir des entrepôts au plus proche d'eux. Donc, par exemple, un des projets que nous, on a fait au Salvador, la deuxième année où j'étais là-bas, c'était d'ouvrir un entrepôt à Chalatenango pour être à moins d'une heure de nos producteurs dans la région. Donc voilà, ça, c'est pour la partie réception. Après, la photo suivante, on voit, en fait, là, on est dans une ferme. C'est pas toujours possible pour les producteurs de délivrer leur café. Et donc là, par exemple, ce qu'on a dû mettre en place, nous, c'est de voir, en fait, avec un producteur d'une communauté qu'il consolide, en fait, la parche de lui et de ses voisins de 1 ou 2 jours. Et nous, on envoyait notre pick-up, en fait, à peu près 3 jours par semaine, en fait, récupérer tous les lots individuels des producteurs. Et, donc voilà, donc du coup, voilà, c'est pareil, c'est des petits détails et tout, mais si tu fais pas ça, il y a des grandes chances que le producteur, en fait, il n'ait pas les moyens de te livrer son café. Et donc du coup, voilà, non seulement tu perds du volume, mais en plus, le producteur, il est obligé de vendre ça aux bénéficiaires du coin qui va lui acheter le café à un prix dérisoire, quoi. C'est ça, je pense que ça souligne vraiment la relation de confiance que vous devez absolument avoir en fait avec les producteurs aussi. Enfin, vous pouvez. Le but, c'est que chacun puisse compter sur l'autre, en fait. Ouais, exactement. Parce que nous, en tant que bénéficiaires, on a besoin de leur café et on a besoin qu'il soit bon. Et puis eux, ça les arrange aussi parce que du coup, on le payait beaucoup plus. Donc, il y a vraiment Et vous les aidez au relation niveau logistique aussi. Et on les aide au niveau logistique, ouais. Donc voilà. Donc pour la partie livraison, voilà, c'est pas toujours aussi facile. Hein. Tout le monde n'a pas les moyens de transport et tout. Donc parfois, les bénéficiaires, il faut qu'ils cherchent des solutions alternatives. Ensuite, souvent, quand on travaille du coup dans le café de spécialité, au moment où on reçoit donc la parche dans notre entrepôt, commence tout de suite l'analyse physique et sensorielle dont on a un petit peu parlé.
Donc l'objectif, en fait, quand on reçoit de la parche, c'est de donner une réponse de prix au producteur dans les 24 heures. En tout cas, c'était l'objectif qu'on avait, nous, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et donc pour ça, en fait, il faut avoir une équipe à l'entrepôt, une équipe dans le labo hyper réactive, parce que du coup, à partir du moment où arrive un lot de parches, donc là en l'occurrence c'était un lot de 4 sacs ou 5 sacs, donc il faut sortir un échantillon de chaque sac, uniformiser l'échantillon dans le petit seau qu'on voit devant, et ensuite envoyer tout de suite cet échantillon au labo. Et le labo, en fait, du coup, il va donc mesurer l'humidité, l'activité d'eau, mesurer le rendement et goûter. Voilà. Donc on fait tout ça dans les 24 heures. Et avec les résultats de rendement et de tasse, on peut donc déterminer le prix que l'on paiera au producteur. D'accord. Alors Joris demande, les arrangements sont-ils écrits au oraux avec les producteurs? Donc j'imagine qu'il y a quand même un cahier des charges et ils peuvent comprendre aussi les prix que vous leur donnez en retour. Ouais, carrément. On avait des grilles en fait, on avait des premiums par qualité. Donc les producteurs, ils savaient par exemple que si leur café, il obtenait un score de 84 points, il avait un premium, je ne sais plus, 50 centimes. Si le café, il était entre 85 et 86, il avait un premium de 90 cents. Voilà, il y avait des escaliers comme ça de premium. Ouais. Et pareil pour le rendement. Plus le rendement était bon, plus le premium était élevé. La prime, pardon. Plus la prime était élevée. Donc le producteur avait un peu une idée. Puis en plus, du coup, avec le temps, il sait à peu près ce qu'il produit. Donc voilà, il a quand même une idée de ce qu'il va, du prix qu'il peut obtenir. Mais du coup, le prix était vraiment déterminé une fois que nous, on avait le café dans l'entrepôt et une fois qu'on l'avait analysé et goûté, quoi. Ok. Donc voilà pour l'analyse physique et sensorielle. Donc ça, c'est l'activité du fameux laboratoire. Là, cette petite photo, ça démontre voilà ce qu'on faisait. Là, c'était le fameux entrepôt de Chalatenango qu'on a ouvert du coup la deuxième année. Donc, on voit bien que là, notre analyste, elle est en train de faire l'évaluation sensorielle des cafés qui ont été délivrés le jour même, et on voit les producteurs derrière. Donc, clairement, les producteurs, en gros, ils attendent, ils attendent le verdict. Donc, Waouh. Ok. Ah ouais, ouais. c'est presque qu'ils pourraient lui mettre la pression, quoi. Ah bah ouais, au début, ouais, quand t'es pas habitué, t'as carrément la pression, quoi. Et puis bon, après, tu t'habitues un petit peu. On essayait de les inviter évidemment à goûter et tout. Après, la plupart des producteurs ne veulent pas, ça ne les intéresse pas trop. Ils veulent Il y en pas? a Ah ouais. certains, ouais, ils ont un peu, ils se disent, bah, je sais pas occuper, etc. Donc, on essayait de leur dire, c'est pas grave. Après, il y avait les jeunes, généralement, les fils de producteurs, quoi. Les jeunes étaient un petit peu plus partant pour goûter. Mais ouais, c'était assez difficile de les encourager et de faire en sorte qu'ils viennent goûter. Donc du coup, ils attendaient à la fenêtre tranquillement qu'on leur dise. Non. Donc c'est des situations, voilà, pour les analystes, c'est pas facile parce que voilà, il faut avoir le courage de dire quand le café il est pas bon, enfin oui, il est pas bon, il est pas au standard qu'on attend, ou essayer de leur expliquer pourquoi, etc. Donc ouais, les analystes, c'est pas seulement des cuppers qui sont dans leur labo tout seuls et qui font leur petite sauce, quoi. Il faut aussi penser à toute la partie rétroalimentation aux producteurs. Alors après, ça dépend aussi beaucoup des bénéficieux dans lesquels on travaille, hein. Il y a des labos qui sont complètement fermés, où il n'y a aucune transparence et le producteur ne voit rien. Voilà, moi j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises qui n'étaient pas comme ça. Mais voilà, ce que j'explique, c'est pas toutes les entreprises non plus, hein. Ouais. Donc, Oui, c'est là où toi, voilà. tu as. Et on est d'accord, en fait. Après, j'imagine que ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, parce que Joris demande aussi, est-ce que dans le bénéficio, tout le monde fait un peu tous les postes ou c'est quand même assez spécialisé? Mais j'imagine que ça dépend aussi combien de personnes il y a. Alors ouais, ça dépend du nombre de personnes. Clairement, plus l'entreprise est grande, plus les postes sont spécialisés. Mais néanmoins, même nous, au final, on était une équipe de 10. Voilà, il y avait quand même des postes assez précis pour chacun, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui faisait la partie évaluation physique sensorielle n'allait pas se retrouver à faire de l'usinage le jour d'après, quoi. Donc si, quand même, même dans les petites structures, il y a quand même des spécialités qui se créent dans les postes, quoi, parce que
Parce que déjà, pour être un bon cupper, il faut de l'expérience, il faut le faire Alors, souvent, quoi. finalement, Donc, ta position à toi, c'était quoi? et ben, en fait, quand j'étais au Salvador, c'était plutôt la coordination de toutes ces équipes-là. Donc, tout ce dont je parle, en fait, moi, j'étais en gros la personne qui coordonnait tout le monde, qui recrutait, qui faisait en sorte que les équipes marchent ensemble. Euh, moi, j'allais beaucoup voir les producteurs aussi pour expliquer notre fonctionnement, pour expliquer nos prix, comme je vous disais, comment est-ce qu'on fonctionne, nos primes à la qualité, nos primes à la qualité physique et sensorielle, etc. Essayer de faire en sorte que les producteurs nous délivrent leur café. Euh, Après, toute la partie, par exemple, l'analyse sensorielle et tout, moi, je participais de temps en temps, mais c'est pas moi qui donnais la décision finale. Ça, c'était le rôle des analystes, etc. Moi, j'étais vraiment plutôt dans la partie coordination, quoi. Ouais. Et donc, et en soi, ça avait du sens, parce que moi, quand je suis arrivée au Salvador, je ne connaissais rien au café. Hein. Donc, heureusement que j'étais pas l'analyste en labo. Poste que j'ai occupé après au Nicaragua. Donc, j'ai eu l'opportunité d'être la responsable qualité après dans un bénéficiaire du Nicaragua. Donc, j'ai fait aussi cette partie-là, mais du coup, une fois que j'avais eu un petit peu plus d'expérience. Expérience, Voilà. ouais. Tu as vraiment tout fait. Ouais. Ok. Donc, Est-ce que tu veux nous montrer voilà. les photos après les analyses? Oui, là. Ouais, alors vite fait, donc là j'en ai déjà parlé, donc c'est la partie mélange. Donc là par exemple, on voit en haut, voilà, c'est une ferme qui s'appelle Jesus Mountain, voilà, qui est une seule ferme. Donc on pourrait appeler ça une single estate, voilà, une single origin ou ce qu'on veut. Mais en fait, voilà, c'est une accumulation de plein de lots à qualité similaire qu'on assemble nous pour pouvoir vendre. Là, en l'occurrence, c'était 163. On voit en bas à droite 163 quintals de parche, donc ça fait à peu près 80 sacs. Voilà, pour obtenir 80 sacs, on a dû mélanger tous ces lots-là, qui sont des lots voilà, individuellement livrés par cette ferme et qu'on a D'accord. capé à qualité égale et avec des rendements similaires. Voilà. Donc les mélanges se font dans un domaine en particulier, un single estate, ou parfois on peut mélanger des Non, choses non. plus larges. Ouais, il y a de tout en fait, il y a de tout. Là, en l'occurrence, on faisait des mélanges pour cette ferme-là, parce que c'était une grosse ferme, donc on avait la possibilité de créer des single estates pour une seule ferme. Après, quand les fermes étaient trop petites, c'est tout à fait commun de mélanger les lots de différentes fermes ensemble pour créer un blend régional. Voilà. Donc, souvent, Ok. les noms de cafés qu'on voit commercialisés en Europe, c'est des blends en fait, mais comme c'est un nom espagnol, un peu voilà, qui sonne bien, on se dit c'est une ferme de café, mais en fait souvent c'est des mélanges qu'ont fait les bénéficiaux, quoi. Puis ils leur ont donné un nom. Donc voilà. Après, On encore une fois, ça ne s'en veut pas dire que rend ça va pas être forcément compte. Oui, bien sûr. mauvais. Ouais. Mhm. C'est comme les torréfacteurs qui font des mélanges. À la base, c'est pour créer de la synergie, c'est pour créer des profils, etc. Donc ouais, c'est pas forcément négatif, mais c'est vraiment une pratique. Et c'est une des occupations premières du coup du labo, parce que il faut choper tous ces lots individuels et puis ensuite il faut savoir quoi en faire, quoi. Il faut décider vite aussi de quoi en faire pour pouvoir les stocker de façon adéquate dans l'entrepôt, etc. Ok. Voilà. Après voilà, donc du coup voilà, après vient la partie stockage et là enfin il y a toute la partie stockage et traçabilité qui est très importante dans un bénéficiaux. Donc là voilà, le dégustateur, enfin l'analyste, il a décidé de la qualité de tous ces lots, il a décidé de les mettre dans tel et tel mélange. Après, il faut qu'il les stocke bien dans son entrepôt, donc par qualité, par région, par mélange, etc. Voilà, il y a tout un travail de traçabilité qui est important dans le dans l'entrepôt. Par exemple, là, c'était l'entrepôt qu'on avait en Colombie. Donc voilà, la photo est jolie et tout, on se dit c'est chouette, il y a plein de café, machin. Ouais, mais du coup, il faut vraiment faire en sorte que le café il soit bien rangé, quoi. Et par exemple, une des premières missions que j'ai eues au Nicaragua quand je suis arrivée dans ce bénéficio, qui était nouveau pour moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ils accumulaient les lots de café, donc ils les gardaient séparément. Hein, sur chaque sac, c'était marqué quel était le lot, etc. Mais ils les accumulaient en fait au fur et à mesure de la saison
sans règle particulière. Et donc, du coup, le labo de l'autre côté, il décidait de faire des mélanges. Et puis, au moment d'envoyer à l'usinage, il fallait aller récupérer chaque lot au milieu, en fait, en gros, de tout cet amas de sacs. Donc, des fois, ça leur prenait une journée entière pour retrouver un lot, quoi. Ah Donc, oui. voilà, donc c'est des petites choses, en fait, qu'en fait, même si tu sais pas de café, enfin, si tu sais rien de café, tu vois, tu peux, tu vois, en tant que voilà, Européen, quelqu'un qui arrive, qui sait rien de la production de café, tu peux quand même contribuer en fait à améliorer l'efficacité Les pratiques générales, ouais, les process. des process, etc. Mm. Donc voilà. Donc ouais, donc du coup le stockage, la traçabilité, c'est voilà, c'est pareil, c'est un travail quoi. Il faut mettre des process en place, etc. Mhm. Donc voilà. Après la dernière photo, voilà, c'était juste pour rappeler que voilà, le café n'arrive pas toujours à l'endroit où il est usiné. Donc souvent, il y a des transferts en fait de barges qui sont faits entre les entrepôts de réception et l'usinage. Donc là, c'est pareil, il y a tout voilà, un challenge de traçabilité. Hein, pour faire en sorte non seulement d'envoyer le café dans de bonnes conditions, mais ne pas perdre du coup la traçabilité dans le transfert. Donc Mm. ça, c'est pareil, c'est des process quoi, à avoir en place Mm. pour que ça fonctionne. C'est ultra protégé, en fait, les transports de café, parce que j'imagine ça a une valeur très importante quand on est au Salvador, au Nicaragua. Enfin, est-ce qu'il y a une protection particulière pendant les transports? Ouais, alors ben, déjà, enfin, ouais, disons qu'on mettait toujours des gardes armés sur le container, enfin sur le Ouais. camion du coup. Enfin, c'est la Euh, réalité de la chose, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. ouais, ouais, ben, ça, c'est commun là-bas, donc mais oui, c'est vrai que c'est bien de le préciser. Il y avait toujours des gardes. Après, le camion, il était souvent avec GPS, du coup, on le suivait quoi sur nos ordinateurs. Et puis voilà, on était en contact avec le chauffeur, etc. Donc, nous, il Ok. nous est rien arrivé, mais c'est vrai qu'on entendait des fois que ouais, il y avait des, 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 des agressions, quoi. Enfin, ils arrêtaient les camions, ils récupéraient la marchandise, etc. Il y a un peu de délinquance par rapport à ça, et nous, on a eu de la chance. Très bien. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour toute la partie en fait, ouais, achat, relations producteurs, etc. Qui est une partie très importante ouais, d'un bénéficiaire. Mhm. Euh, Après, je sais pas si on a Bon. trop le temps. Je peux te passer le parti si tu veux. Bah, si on a un peu dépassé l'heure, après moi je trouve ça passionnant, mais si jamais tu as quelque chose qui tu penses est vraiment essentiel et que les gens connaissent pas forcément du tout. Bah, écoute, je pense que après la partie de l'activité qui suit, c'est la partie usinage dont on a déjà un peu parlé. Donc Ouais, voilà, je pense que je vais pas trop m'étendre. Je vais juste partager vite fait du coup. Hop, euh, alors, ouais, ça, je pense que c'est bon. oui, Donc là, voilà, c'était donc l'usine de conditionnement dans laquelle je travaillais au Salvador. On voit brièvement les machines sur la gauche. On les voit pas trop parce que c'est un train assez horizontal, tout droit. En fait, il y a plein de machines derrière. Euh, mais donc voilà, pour donner une idée un peu à quoi ça ressemble, quoi. Donc c'est pas très photogénique une usine de conditionnement. Donc c'est pour ça que sur Instagram et tout, on voit pas trop cette partie-là. Voilà, c'est pas du tout sexy, quoi. Mais donc voilà, c'est là que. Donc ça, c'est des machines densimétriques, par exemple. tu peux On quand les voit même de temps. rapidement nous expliquer comment ça marche? Ouais. Alors en fait, du coup, ouais, l'usinage, c'est premièrement le déparchage. Donc on enlève la parche. Ensuite, le café passe par une classification par taille. Parce que généralement à l'export, on n'exporte que les mailles, euh, disons le café qui a une maille supérieure à 15, Les cribles, c'est oui. sur les contrats des cribles.
Donc voilà, parce que voilà, c'est les grains généralement qui sont en dessous de ce crible. Voilà, c'est soit des grains cassés ou c'est des grains qui sont pas du tout matures. Donc voilà, généralement c'est des imperfections. Donc voilà, après le contrat peut spécifier des cribles même supérieurs. Par exemple, dans le cas des maras ou des pacamaras, etc., ça peut être 17, 18. Donc voilà. Donc en gros, il faut une classification par taille qui est déterminée par le contrat. Hein. Donc ça, c'est le contrat qui le décide. Et donc ça passe par une machine en fait, voilà, qui vibre et qui a différentes cribles en fait. Et donc ça classifie le café par taille. J'ai pas de photos pour ça. J'ai pas retrouvé des photos de toutes les machines. Mais donc ça, c'est la première étape, c'est par taille. Ensuite, il y a le café qui passe par des machines densimétriques. Donc là, la photo qui est à l'écran, par exemple, c'est ce qu'on appelle des Oliver ou des Stihl. Donc c'est des machines densimétriques qui classifient le café par densité. Pourquoi par densité? Parce que généralement, les cafés qui ont des défauts, donc les imperfections, ont des densités moindres que le café mature et bon, quoi. Donc c'est pour ça qu'on utilise la densité pour classifier en fait. Et là sur la photo suivante, par exemple, c'est un exemple des défauts qu'on sort, qu'on exclut du coup à travers l'usinage. Donc là, c'est les défauts vraiment les plus évidents. Voilà, c'est les plus visibles. Là, sur la photo qui suit, par exemple, c'est pas forcément très visuel, il faudrait se rapprocher un peu, mais en gros, c'est toute la partie qui est en haut des petites. Comment dire Comment on appelle ça? Bon, on va dire un trait en anglais. Ouais. Voilà, toute la partie qui est en haut, en fait, c'est les rejets de la machine, c'est-à-dire c'est ce qui va en imperfection, et toute la partie du bas, c'est ce qui sort en bon café, quoi, exportable. Ouais. Voilà, donc à gauche, on voit bien qu'on commence par extraire tout ce qui est le parchemin et puis les petits débris, en fait. Ensuite, dans le deuxième, on voit pas très bien, mais en gros, ça passe par une machine qui s'appelle la Catadora, qui est une machine densimétrique qui exclut tous les premiers défauts qui vraiment ont une densité très faible. Ensuite, l'étape suivante, la troisième partie, c'est ce qui est sélectionné par la Oliver, dont on a vu la photo un petit peu avant. Donc là, c'est pareil, c'est une machine densimétrique qui enlève tous les défauts dans le café vert, quoi. Et puis la dernière, c'est l'optique. Donc c'est une machine en fait qui lit la couleur du café et qui permet de sortir tous les grains dont la couleur n'est pas en gros la couleur verte. Donc elle vérifie grain après grain, en fait, c'est ça? Ouais, c'est une machine à lecture optique qui lit la couleur de chaque grain. Ouais. Et donc juste pour voir, en fait, si jamais il y a pas la bonne couleur, il y a un petit jet d'air qui expulse le café avec défaut dans un autre sac. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, cette machine, elle est très prisée, elle est pas dans tous les bénéficiaux. En gros, la machine optique, elle coûte aussi cher que toutes les machines d'avant. Voilà. Ouais. Toutes les machines d'avant, c'est des machines mécaniques, donc c'est pas forcément très cher à la base à la fabrication. La dernière, c'est optique, donc c'est des technologies beaucoup plus avancées. Et donc, si le café est passé à travers cette série de machines, est-ce qu'on peut dire à 100% qu'il est propre derrière? Eh ben, on espère. Et s'il n'est pas encore propre selon les standards spécifiés dans le contrat, eh ben, il faut faire ce qu'on appelle des reprocess, c'est-à-dire qu'il faut repasser le café généralement par les machines densimétriques. Ouais. Et donc, ouais, on fait un reprocess pour faire un deuxième nettoyage, en gros, du café. D'accord. Ça dépend de... Pardon. Vas-y. Non, je me demandais, est-ce que vous aviez aussi des personnes qui faisaient le tri à la main à ce moment-là? Ah oui, alors du coup, oui, tout à fait. En fait, après toutes ces étapes, si il y a des défauts qu'on voit qui vont être très difficiles d'enlever à la machine, ce qui est par exemple le cas des grains qui sont affectés par la broca, le petit insecte
qui mange les grains de café. Ces défauts-là sont hyper compliqués à enlever par machine parce que souvent, en fait, la densité du grain ne va pas trop être affectée et le point noir de la broca va être trop petit pour que l'optique le lise. Et donc, voilà, typiquement, ce genre de défaut, il va être enlevé à la main. Donc, du coup, là, voilà, vient en place, ce qu'on voyait du coup un peu dans la première photo là, que j'ai remise à l'écran, c'est la table de tri manuel qu'on voit un petit peu sur la gauche. Il n'y a personne qui y travaille, mais du coup, c'est là que passe le café en dernière étape quoi, pour sortir les derniers défauts que les machines ne peuvent pas trop faire. Ok. Voilà. Là, c'était un autre exemple on a eu il y a une grosse vague de froid et de vent la deuxième année où j'étais au Salvador. Et en fait, ça a créé beaucoup de brûlures en fait sur les cafés. Et en fait, ça s'est traduit par des taches noires comme ça sur le café. Et on appelait ça des escarchas. Et du coup, c'était assez spécifique à cette récolte-là. Et voilà, c'était pas forcément facile à sortir en machine. Et par exemple, là, on a dû beaucoup utiliser le tri manuel, comme tu le notais, ouais. Donc ouais. Et ça, je vais passer. Donc voilà, donc là, c'était toute la partie du coup classification. Et voilà, après, je voulais juste voilà, expliquer aussi qu'il y a toute une partie empaquetage qui aussi, dans notamment les bénéficiaux petits, par exemple, dans lesquels je travaillais, où on faisait une dizaine de containers, il y a toute une série d'étapes manuelles, voilà, d'écrire les codes d'exportation ou les noms des cafés à la main, en fait, sur les sacs de jute. Donc voilà, donc ça c'était tout un boulot aussi. Voilà, c'est juste pour souligner vraiment le travail manuel en fait qui est indispensable en fait dans ce monde-là. À toutes les étapes, ouais. Ouais. Là, tu vois, il ferme les sacs, il coud en fait les sacs de jute à la main. Avant ça, il a dû fermer le Grain Pro pareil à la main. Donc voilà, chaque sac est Pour ceux visité qui savent plusieurs fois pas, par plusieurs mains. pour ceux qui savent pas, le Grand Pro, c'est quoi? Le Grain Pro, en fait, c'est le sac vert qu'on aperçoit un petit peu en dessous des sacs de jute ou dans le fond. C'est des sacs en fait qui sont faits spécifiquement pour garder la matière première et éviter en fait que l'oxygène, l'humidité et les odeurs extérieures viennent affecter en fait le café. Donc c'est un protecteur en fait du café vert euh, pour essayer de garantir au mieux du coup la durabilité du grain. Parce que le grain, une fois qu'il est sous forme de café vert, il est très susceptible à dégradation par l'oxygène, l'humidité, les chaleurs, etc. Ouais. Du coup, Bon, bah, c'est chouette, hein. Enfin, j'imagine qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures encore. Et je pense que c'était bien quand même de mettre les photos, en fait, parce que quand on a la vidéo, ça permet d'y être. On se sent complètement dedans. Et tu avais quelque chose peut-être à ajouter en particulier? Non, disons que juste pour terminer du coup sur ce que fait un bénéficiaire, après il y a toute la partie export. Donc en soi, l'export c'est très administratif, hein. C'est pas très compliqué. Après, ce dont peut-être on ne se rend pas forcément compte en Europe, c'est que là-bas il n'y a pas grand-chose de très digital. Enfin, disons que c'est pas aussi facile que ça de faire les tâches administratives au Salvador. Et donc, par exemple, je me souviens que j'ai dû faire les factures des premières exportations sur une machine à écrire parce que les instituts d'exportation voulaient absolument que les factures soient faites sur un format particulier qu'ils envoyaient et il fallait remplir du coup le contenu de la facture sur le format qui nous était délivré et on ne pouvait pas écrire à la main. Donc il fallait utiliser une machine à écrire. Donc voilà, moi j'avais jamais utilisé une machine à écrire de ma vie. Et donc voilà, donc du coup, je mettais 2 heures à faire une facture, alors que avec les moyens qu'on a aujourd'hui, une facture, on l'a fait en 5 minutes quoi, sur un ordinateur.
Donc voilà, c'est des petits détails en fait, ouais, qui sont importants peut-être à. Et encore une fois, sur la à réalité, en spécifier. fait, de la chose. Est-ce Ouais. que tu sais, en fait, parce que j'ai appris quelque chose la fameuse machine à écrire Voilà. qu'on voit en vidéo, en photo. Mm. En fait, j'ai appris en Colombie, par exemple, il y avait un de ces fameux papiers administratifs qui doit être fait à la main et récupéré au bureau officiel pour être donné au conducteur qui doit tout le temps l'avoir sur soi, etc., etc. Donc, il y avait quelque chose d'assez lourd aussi au niveau administratif. Et en fait, pendant la période du Covid, ils se sont rendus compte que ça allait être très difficile de pouvoir garder en fait ces différentes étapes très formelles et administratives, et ils se sont mis à développer enfin des outils numériques. Donc peut-être que dans la crise, en fait, ça va faciliter ce travail d'export et de paperasse. Je ne sais pas si tu es au Bah, courant écoute, ouais. de ça. Non, j'étais pas au courant, mais c'est une bonne nouvelle, ouais, parce que c'est vraiment pénible, quoi. Et ça ralentit beaucoup les choses, quoi. Donc ce serait bien. Mais de toute façon, c'est forcément ils vont aller dans ce sens-là, quoi. Enfin, c'est un peu attendu, donc j'espère que ça arrivera le plus tôt possible, quoi. Les technologies pour la partie administrative. Ouais. Une jolie photo bien pittoresque des moyens de transport là-bas aussi. Ouais, du coup, j'avais mis ça parce que du coup, bah, en fait, comme tu expliquais un petit peu dans l'exemple de la Colombie, les instituts pour obtenir les permis d'exportation, en fait, ils sont à la capitale. Nous, on était à 2 heures de la capitale. Il fallait aller en transport en commun. En l'occurrence, la première année, j'avais pas de voiture. Et donc, il fallait aller 2 fois par exportation, donc 2 fois par container à la capitale, dans ces super petits bus qu'on appelle les chicken bus là-bas. Il fallait aller voilà, en personne, chercher les documents et délivrer les documents une fois qu'ils étaient remplis. Et donc voilà, c'est pareil, ça prend une journée en fait de faire un aller-retour pour aller déposer ou aller chercher un document. Et Donc, tu avais peur pour ta vie. comment? Tu as eu peur pour ta vie aussi sur la route. Oui, alors évidemment, ouais, il y avait ce détail-là aussi qu'il y a pas mal de délinquance dans les transports en commun, etc. Donc, c'est pas des endroits où tu as envie de passer trop de temps. Encore une fois, il n'est rien arrivé. Donc, Aussi, la vitesse de conduite, les choses comme ça. ah oui, 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 c'est vrai. Ils conduisent comme des malades. Voilà. Donc, c'est assez effrayant, surtout dans les routes de là-bas où c'est très sinueux, où les virages sont assez dangereux, où j'ai eu des grosses, grosses peurs. Euh, et donc, ouais. Donc, voilà. Donc ouais, ouais, il y a vraiment encore beaucoup de choses qui sont faites manuellement. C'est vrai que des fois, quand on est en Europe, on se dit un importateur. De toute façon, les importateurs, ils comprennent ces problèmes-là, mais voilà, ils te dire pourquoi ils mettent 15 ans à me répondre, pourquoi les documents, ils n'arrivent pas, etc. Bah, en fait, ouais, c'est pas forcément si facile que ça voilà, d'obtenir les choses en Amérique latine. Donc, Oui. c'est ça qui peut être un petit peu patient des fois. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous dire pourquoi tu n'es plus là-bas, en fait, enfin, parce que finalement maintenant tu es à Londres. Et d'ailleurs, justement, qu'est-ce que tu fais maintenant à Londres? Alors ouais, je suis rentrée en fait en 2018. J'étais au Nicaragua en 2018. Je travaillais là-bas. En fait, il y a eu une crise sociopolitique assez forte qui a éclaté en mai 2018, euh, qui, euh, qui m'a fait peur. Clairement, enfin, voilà, rapidement, le Nicaragua est sous dictature et en fait, le peuple s'est révolté tout à coup. Euh, voilà, pour des raisons tout à fait justes, quoi. Mais la réponse du gouvernement a été d'envoyer les paramilitaires à semer la peur et à tuer des gens quotidiennement. Donc, du coup, voilà, j'ai pris peur et j'ai décidé de rentrer, tout simplement. Et donc voilà, je suis rentrée à Londres. J'ai commencé à travailler un petit peu du coup dans la torréfaction parce que je m'étais dit, j'ai commencé barista, ensuite j'ai travaillé du coup à l'export et finalement en fait j'avais jamais travaillé avec un torréfacteur.
Et c'était intéressant de retrouver, en fait, dans une torréfaction, toute une diversité de cafés du monde entier, parce que pendant 4 ans, j'étais assez cantonnée à des régions à l'intérieur de pays. Enfin, c'est-à-dire, quand j'étais au Salvador, vraiment, c'était principalement le nord du pays, Chalatenango. Voilà, c'était des profils assez particuliers. Au Nicaragua, c'était pareil, on était cantonné dans le nord du pays, etc. Et donc, tout à coup, chez un torréfacteur, c'était intéressant de regoûter voilà, les cafés d'Afrique, les cafés du Brésil, les cafés de Colombie, etc. Et puis de comprendre un petit peu comment les torréfacteurs utilisaient tous ces profils-là, comment ils les mélangeaient ensemble, etc. Voilà, c'est encore une autre approche du coup du café. Et puis j'ai appris un petit peu aussi comment s'acheter le café pour un torréfacteur. Donc voilà, qu'est-ce que c'était acheter spot, qu'est-ce que c'était acheter forward, quelles étaient les implications de chaque méthode pour un torréfacteur. Voilà, histoire de compléter un petit peu l'expérience sur la chaîne de valeur. Eh oui, tu m'étonnes. T'es carrément le couteau suisse du café, là, en fait. T'es passé à toutes les étapes, c'est incroyable. Et notamment celle qu'on ne connaît pas vraiment forcément, et toujours au contact de la réalité, des producteurs, du marché, de la qualité. Enfin voilà, t'as vraiment une vision à 360 degrés. Donc j'imagine que tu te dis, bon, il me manque encore ça et ça, peut-être. Mais finalement, ouais, t'es passé un peu partout quand même. Et notamment de voir un peu la difficulté toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées à l'origine. Alors là, on parlait des crises politico-économiques, enfin, voire de la guerre civile, quoi, et aux notions de catastrophes climatiques avec une saison où il y avait vraiment du froid. Donc j'imagine qu'encore une fois, si le producteur est payé sur son rendement, en fait, ça devait avoir un réel impact. Dès qu'il y a une crise écologique ou environnementale ou sanitaire, sur le café, en tout cas, c'est énorme, évidemment, l'impact que ça a aussi. Et tu es passé en 3-4 ans, en fait, par toutes ces crises-là. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, la conclusion malheureuse, c'est que toutes ces crises-là affectent en tout premier lieu et dans tous les cas le producteur. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses à faire dans le café, dans la chaîne de valeur et dans la rétribution de, de la valeur aux producteurs, quoi, parce que vraiment, ceux qui souffrent tout le temps, en fait, que ce soit, comme tu dis, politique, que ce soit climatique ou autre, et ben, généralement, c'est le producteur. Donc, euh, donc ouais, moi, j'aimerais bien à l'avenir rester en contact beaucoup avec l'origine et travailler avec des gens qui mettent en valeur le travail des producteurs, ce qui ne signifie pas que les intermédiaires ne valent rien. Hein, les intermédiaires sont aussi indispensables dans la chaîne de valeur, mais malheureusement, ils sont un petit peu trop rétribués par rapport à la valeur qu'ils apportent. Voilà. Donc, C'est intéressant comme conclusion par rapport au passage que tu y as fait. Mais et alors, à notre échelle, en fait, à notre position, et on va dire, si on est vraiment professionnel et qu'on est torréfacteur, la place que tu as aujourd'hui et tu participes à l'achat, quelles, quelles sont les meilleures pratiques en fait? Est-ce que ça serait, comme ça, je dirais, c'est de s'engager sur des achats avant même d'être assuré de la qualité et de la quantité, parce qu'on ne sait pas justement par quelle crise le producteur va passer dans l'année à venir? tu veux dire quelle est la meilleure stratégie pour un torréfacteur? Oui, les meilleures pratiques éthiques, on va dire, pour protéger le producteur. Tout simplement, c'est d'identifier des partenaires adéquats à l'origine. Donc, un torréfacteur peut tout à fait passer par un importateur ou un exportateur pour rentrer en contact avec des producteurs qui produisent un café qui, pour son business, lui conviennent. Et ce qui est assez important de faire dans ce cas-là, c'est de continuer cette relation et de garantir en fait un marché à ce producteur tous les ans. Voilà, dans la mesure du possible, ce qu'on peut faire en tant que torréfacteur pour aider les producteurs, c'est de répéter les achats auprès des mêmes personnes, quoi, pour que cette personne en fait ait la tranquillité
de savoir comment est-ce qu'elle va vendre son café et même à quel prix dans certains cas. Hein, c'est un peu fixer des contrats futurs avec des prix fixes, etc. Et ça, pour le producteur, c'est très peu commun et du coup, c'est une tranquillité d'esprit euh, totale, quoi, parce que du coup, là, il Ouais. peut commencer à se dire, bon, ben voilà, je vais gagner tant. Donc, évidemment, il y a toujours des facteurs climatiques, etc., qui peuvent faire en sorte qu'il va peut-être produire un peu moins, etc. Mais bon, au moins, il a quand même une meilleure idée de comment il va vendre sa production. Donc là, évidemment, il peut commencer à décider, ben, est-ce qu'il va pouvoir en garder une partie pour réinvestir? Est-ce qu'il va pouvoir rénover une partie de sa ferme? Est-ce qu'il va ouais, mettre en place des choses pour garantir, enfin, pour améliorer la qualité ou pour, je sais pas, enfin, ce qu'il veut, mais il va pouvoir investir, quoi. Et donc Ouais. ça, vraiment, ça aide le producteur. Ouais. Parce que le gros problème du producteur, c'est la volatilité des prix, c'est de ne pas savoir comment il va vendre, à qui il va vendre. Du coup, voilà, c'est comme si nous, on travaillait et puis notre employeur, il nous disait, bon, bah, ce mois-ci, tu vas gagner 2000 euros. Puis le mois d'après, on ne sait pas trop, on verra, parce que ça ne dépend pas de nous. Donc, Ouais. voilà, c'est pas un discours qu'on a trop envie d'entendre, quoi. Et malheureusement, le producteur, en fait, il vit un peu ça, quoi. Ouais. Et c'est là où le rôle aussi, pour en finir là-dessus, le rôle de l'importateur, il est là aussi, en fait, c'est de pouvoir être en contact direct et de pouvoir garantir cette continuité dans les achats, en fait. Ouais. Et donc, en fait, c'est tu disais, de choisir les bons intermédiaires pour un torréfacteur. Donc, c'est vraiment essayer d'identifier dans chacun des pays les acteurs qui font ce travail-là. Ouais, donc ouais, super important. En tant que torréfacteur, je pense, ouais, et importateur, voilà, vraiment demander comment fonctionnent leurs partenaires, comment ils achètent, comment ils traitent leur personnel, leurs producteurs, etc. Trouver les bons partenaires jusqu'aux producteurs bah, font du bon travail, quoi. Ouais. Donc, mm. Ok. Bah, tu sais, hein, moi je pourrais encore parler 3 heures avec toi, mais bon, il va falloir terminer. Alors, en tout cas, c'était vraiment passionnant et je pense qu'on a bien couvert le sujet du coup. Euh, donc, Ouais, merci encore et j'imagine que si les gens veulent te contacter parce qu'ils ont des questions, bah, ils peuvent te retrouver. bah, écoute, ouais, franchement, super. Merci de faire vivre la communauté française du café. Je suis toujours très admirative des gens qui font ça, quoi, qui mettent toujours en relation les gens et qui font en sorte de créer ce partage. Donc, c'est chouette. Merci de m'avoir invité. Ah, bon, c'est avec plaisir. Ça faisait un moment que je voulais, donc c'est parfait. C'était l'occasion. Ok, bon bah je te souhaite une bonne fin de samedi et profite du soleil dehors, alors du coup, comme tout le monde. Ouais, merci Allez, beaucoup. ciao, merci à toi. Bye bye. Et merci à tous ceux qui étaient là, Joris. Ciao, bye.